le bénévolat, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de super grandes compétences à avoir, il n'y a pas d'agenda particulier à avoir, et ça se prête particulièrement à la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. On a envie de transmettre, on a envie de partager des valeurs, on a envie de faire quelque chose ensemble. Notre mission chez Grand Mercredi, c'est d'accompagner les grands-parents dans leur quotidien et de déstigmatiser les sujets liés aux seniors. Pour ça, nous avons créé une émission dans laquelle nous invitons celles et ceux qui participent au monde du bien vieillir. Bonjour Benjamin, bienvenue dans l'émission Intelligence Senior. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans notre émission pour cet épisode de la rentrée. Est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous présenter évidemment ce que tu fais ? Bien sûr, oui, je suis Benjamin Richard, donc je suis le responsable de la plateforme publique du bénévolat qui s'appelle jeveuxaider.gouv.fr. Ce que fait cette plateforme, c'est très simple, on met en relation les citoyens qui ont envie d'agir avec les organisations qui ont besoin de bénévoles, que ce soit des associations, des mairies, des régions, l'État. Dès qu'il y a une mission d'intérêt général et qu'il y a des citoyens à partir de ces gens qui ont envie d'agir, nous, notre métier, c'est de favoriser cette mise en relation, des rencontres pour qu'il y ait des missions de bénévolat qui se fassent sur le terrain. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui a 60 ans, une jeune grand-mère typiquement, qui veut s'investir près de chez elle, elle va sur cette plateforme rentrer son code postal et avoir devant elle une liste d'associations qui vont avoir des besoins soit ponctuels, soit pérennes, j'imagine. Et donc elle n'a plus qu'à quelque part se manifester en disant qu'elle veut s'engager pour telle ou telle action. Exactement. Concrètement, si vous allez sur jeveuxaider.gouv.fr, il y a un grand moteur de recherche des missions du bénévolat. La première manière de le filtrer, évidemment, c'est par le code postal pour trouver les missions qui sont autour de soi, mais on peut aussi choisir les thématiques d'engagement qui nous parlent, si on est plus sensible à la protection de l'environnement, à la lutte contre la précarité ou à l'éducation. On peut aussi choisir le temps d'engagement qu'on a, si on est disponible tous les vendredis après-midi, ou 2 heures tous les jours, ou juste le jeudi 15 à telle heure. Voilà, on peut choisir le créneau pendant les vacances ou autres, et on filtre les missions de bénévolat qui correspondent à sa durée d'engagement, à sa thématique d'engagement et à côté de chez soi. Donc c'est complètement inédit, ça veut dire que pour la première fois, on a une plateforme qui permet à n'importe quel Français de s'engager de manière très court-termiste, ou au contraire plus longtemps, avec ou sans enfants, avec une bande de copains ou seul, et ça en 3 clics. C'est la révolution qu'offre cette plateforme, à la fois pour les citoyens, et en même temps pour les associations qui sont sans cesse en recherche de bénévoles et qui ont cette plateforme pour, quelque part, présenter des missions aux Français. Très intéressant. Exactement. En fait, notre conviction, c'est qu'il existe une mission qui correspond à chacun. Et que jusqu'à présent, si les personnes ne s'étaient pas engagées, c'est parce qu'elles ne connaissaient pas la bonne association, le bon moment, ou elles pensaient que c'était trop difficile. Il y a plein de freins comme ça sur lesquels nous, on travaille, où on n'a pas forcément des bonnes idées sur ce qu'est le bénévolat et ce qu'est l'engagement. Et donc, nous, notre plateforme, elle permet de trouver la mission qui vraiment correspond aux besoins de chacun. Et effectivement, avec un bénéfice pour les associations qui, aujourd'hui, ont toujours besoin de bénévoles sur des fonctions qui sont assez diverses. Et ça leur permet d'aller toucher des citoyens peut-être un petit peu plus loin que le forum des assos toute l'année ou dans un périmètre autour de chez elles. Parfois, on est dans une commune, puis on habite dans la commune juste à côté. Et en fait, pour juste des problèmes on n'est pas dans le bon code postal, on n'arrive pas à trouver. Nous, si c'est à quelques kilomètres de chez vous, on va vous proposer la mission, même si c'est pas dans la même commune. Et ça vous permet d'élargir, tant du côté des associations que des citoyens, l'univers des possibles des engagements autour de chez soi. Et alors justement, on en parlait tout à l'heure, comment est-ce que cette plateforme jeveuxaider.gouv.fr est née ? C'était un momentum ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour Bien sûr. décider de créer cette plateforme ? Bien sûr, elle est née d'une crise, la crise dont on se souvient, qui est celle du Covid en 2020, où tout le monde était confiné, tout le monde avait fortement envie d'agir chez soi. On se disait mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, on est tous là, on attend, on n'a pas le droit on est privé d'une partie de nos libertés, on a envie d'aider, on a envie de faire des choses et on ne sait pas quoi faire. Et donc le gouvernement a mis en place cette plateforme, c'est un service public qui permettait de retrouver des missions à côté de chez soi au moment du Covid. Donc c'était les besoins de l'époque, mais qui sont encore vrais aujourd'hui pour partie, lutter contre l'isolement, apporter des médicaments, faire les courses des personnes qui étaient confinées, se serrer les coudes et réorganiser le lien social au moment où tout le monde était confiné au plus fort de l'épidémie. Donc cette plateforme, elle est née d'une crise et c'est souvent comme ça d'ailleurs que le bénévolat se
se nourrit et se manifeste, c'est quand voilà, il y a des besoins assez forts à côté de chez soi, on se dit bon, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je peux trouver, proposer mon aide. Voilà, cette plateforme elle permet de proposer son aide quand il y a une crise, et on l'a vu pour les crises qui se sont succédées d'ailleurs, quand il y a eu l'accueil des déplacés ukrainiens et qu'il fallait aller dans les gares mobiliser de manière très importante des citoyens pour accueillir les gens, les acheminer dans les endroits qui étaient des centres d'accueil. On l'a vu quand il y a des cyclones dans l'océan Indien, à Mayotte, à La Réunion, que les citoyens doivent aller aider à reconstruire les services publics. Quand il y a des grands moments comme ça fédérateurs, ça crée de l'engagement, et c'est par l'intermédiaire de la plateforme notamment qu'on arrive à mobiliser les citoyens sur ces urgences. Donc est-ce qu'on peut dire que le Covid a accéléré les envies de bénévolat, si je puis dire, des Français? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Ou est-ce qu'on peut dire que ça a modifié la façon de s'engager? Qu'est-ce que ça a créé quelque part chez... Déjà, à très court terme, le Covid a fortement catalysé, au plein fort du confinement et de la crise, fortement catalysé les envies d'agir des Français, parce que on n'était plus au travail et donc on avait envie d'agir à côté de chez soi. Et après, ça a changé un petit peu, ça a fait évoluer, mais comme toutes les organisations, je crois, le rapport à l'engagement, ça l'a un petit peu plus numérisé depuis le Covid, et donc c'est moins incongru de passer par l'intermédiaire d'une plateforme d'intermédiation numérique pour aller trouver une mission de bénévolat. On a plus le réflexe d'aller chercher, de publier sa mission en ligne quand on est une association, et puis on développe aussi, nous, par exemple, des missions qui étaient totalement inédites, qui n'existaient pas avant le Covid, des missions de bénévolat à distance, où on peut, par visioconférence, par appel téléphonique, ou voilà, être mis en relation avec des associations qui ont des besoins, mais qui ne sont pas forcément à côté de chez soi. Voilà, on utilise les outils numériques aussi pour venir apporter de l'aide aux associations ou permettre aux citoyens d'accéder à des missions d'engagement qui sont un petit peu plus éloignées de chez soi. Donc ça a changé un peu la nature du rapport à l'engagement en faisant rentrer le numérique de manière plus importante dans cette relation-là. Donc ce qu'on peut dire quelque part aujourd'hui, c'est que les Français ont entre guillemets plus d'excuses. Nous n'avons tous plus d'excuses pour nous engager, même depuis chez nous, si on ne peut pas se déplacer dans l'association. On peut, derrière un écran, donner un petit cours à un jeune défavorisé ou s'engager dans une association SOS Amitié dont on parlait tout à l'heure et finalement donner un peu de son temps à quelqu'un qui se sentirait seul. Finalement, avec les outils du numérique, tous les Français peuvent s'engager, ne serait-ce qu'1 heure par semaine ou 1 heure par mois, dans une association de son choix, quoi. Je ne dirais pas exactement que plus personne n'a plus d'excuses, mais allez sur jeveuxaider.gouv.fr et si vous ne trouvez pas de mission, alors voilà, on en reparlera, mais normalement, il y a forcément quelque chose qui peut vous correspondre. Alors, si on reparle juste du public qui nous suit beaucoup, qui sont donc les 20 millions de grands-parents en France, aujourd'hui, quand on est grand-parent, on s'occupe de ses petits-enfants 9 heures par semaine en moyenne. Et à ça, on ajoute 22 jours de vacances par an. Donc 9 heures par semaine, c'est énorme. Les grands-parents sont avec leurs petits-enfants en moyenne en France. Et on a cette époque dont on parlait tout à l'heure, qui est une époque anti-écran, où les grands-parents sont invités à surtout ne pas mettre leurs petits-enfants devant des écrans, en tout cas le moins possible. Donc quand les grands-parents récupèrent leurs petits-enfants, c'est un moment finalement qui leur est offert où il faut faire quelque chose d'intelligent. Donc on a évidemment les musées, on peut les emmener au cinéma, on peut profiter de la vie culturelle, mais il y a quand même beaucoup de temps entre ce public grands-parents et ce public petits-enfants. Et nous, on a un rêve chez Grand Mercredi, c'est que les 20 millions de grands-parents en France s'engagent avec leurs petits-enfants dans le bénévolat, d'une façon ou d'une autre. Et donc, ma pensée, c'est que une plateforme qui est aussi intuitive que jeveuxaider.gouv.fr, elle permet, à mon avis, à ce public de grands-parents de se dire un mercredi après-midi, tiens, pourquoi est-ce que j'emmènerais pas mes 2 petites filles de 10 et 12 ans m'engager dans telle association près de la maison, une après-midi, passer du temps avec les autres, donner du temps pour les autres, rencontrer d'autres familles, ou d'autres seniors, ou d'autres enfants. Et voilà, je pense que quelque part, le bénévolat pourrait être un morceau du temps passé entre les grands-parents et les petits-enfants. Oui, tu as tout à fait raison. Et ça, c'est quelque chose que tu vois, toi, dans les types de missions qui sont proposées sur la plateforme, ou dans les types de publics qui s'engagent? Il y a rien de plus facile que de passer à l'action ensemble, prendre du plaisir à agir ensemble, et ça se prête particulièrement à la relation entre les grands-parents et les petits-enfants. On a envie de transmettre, on a envie de partager des valeurs, on a envie de faire quelque chose ensemble. Donc oui, le bénévolat, ça permet de vivre une expérience ensemble, de montrer ce qu'on a envie de transmettre directement par l'action, et pas forcément de le partager à l'oral, mais de le prouver par les actes directement avec ses petits-enfants. Et il y a plein de missions qui s'y prêtent. Déjà,
déjà, les seniors sont parfaitement au courant de ce qui existe en offre de bénévolat. C'est une des classes d'âge les plus engagées aujourd'hui, ceux qui tiennent les bureaux des associations. Donc, ils sont quand même très impliqués dans la vie bénévole, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément au courant de tout ce qui est possible en matière de bénévolat plus ponctuel qui est proposé dans la plateforme. On peut aller, par exemple, faire une collecte alimentaire, faire un ramassage de déchets. Voilà, ça dure quelques heures. Ça se fait facilement avec des petits-enfants. Faire une activité chant dans les EHPAD. On a une super association qui s'appelle Secanto qui organise ça dans les EHPAD où vous allez chanter, faire l'activité de l'après-midi pour les résidents et partager un moment ensemble. Et ça c'est des moments intergénérationnels qui peuvent être assez puissants. Et alors aujourd'hui, est-ce qu'un Français qui arrive sur la plateforme, il va chercher une association près de chez lui, j'imagine? Ça doit être le premier levier, quelque part, de choix, j'imagine. Mais est-ce que les associations qui disposent d'une notoriété plus importante que d'autres tirent leur épingle du jeu ou c'est plus vrai? À l'époque, les grandes associations françaises, je sais pas, la Croix-Rouge, l'UNICEF et autres, pour ne pas les citer, tiraient leur épingle du jeu parce qu'ils avaient quelque part une notoriété plus importante que la petite association locale du coin. Est-ce qu'aujourd'hui, la plateforme laisse les petites associations émerger autant que les grosses? Est-ce que... Oui, on a beaucoup. Alors, on a 18 000 associations qui sont inscrites sur la plateforme, donc on a vraiment une représentation de toute la diversité du paysage associatif français. Et c'est vrai que toutes ne correspondent pas à chacun. Et c'est ce qui est intéressant dans notre rôle là, on voit tout le paysage de l'engagement, on arrive à voir les différentes natures de mise en relation qu'on fait. Et c'est vrai qu'il y a des citoyens qui cherchent en particulier des grandes organisations parce qu'ils se retrouvent dans un projet collectif qui est plus important, parce que tout le mythe fondateur derrière la Croix-Rouge, il y a un emblème, il y a des principes, il y a un réseau international dans lequel on peut se sentir appartenir, il y a une stature de quasi-institution qui peut donner envie à certains, et d'autres au contraire cherchent de l'ultra-proximité, des associations qui sont plus petites, à taille humaine, dont on connaît très bien les personnes qui sont engagées parce que ce sont nos voisins, nos amis, nos parents, et qui agissent en particulier juste à côté de chez soi. Et c'est ce qui fait la beauté de la plateforme, c'est qu'il y a plusieurs... il n'y a ni l'un ni l'autre, il y a un peu des deux. Et les gens cherchent des choses dans lesquelles ils se retrouvent et aussi bien les grandes associations arrivent à recruter des bénévoles par l'intermédiaire de la plateforme que les associations plus locales. Alors nous, en plus, on le voit si on reprend juste le terme de senior, mais on prend sa retraite en moyenne à un peu moins de 62 ans. Et c'est vrai que tout à coup, c'est un vide d'agenda. Quelque part, vous étiez habitué à avoir une vie active, aller au bureau, avoir des réunions, voir des collègues. Et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez finalement avec un agenda quelque part un peu vide. Alors il y a les petits-enfants, on l'a vu, qui occupent 9 heures par semaine notre agenda. Et de l'autre, on a cette espèce de page blanche où il faut se réinventer. Et je trouve que la plateforme que vous avez imaginée, qui existe maintenant depuis 2020, elle a cette capacité à permettre à un retraité de prendre sa retraite avec cette page blanche et l'envie de s'engager et de se dire j'ai le champ des possibles devant moi. Je peux regarder près de chez moi, je peux regarder par thème, je peux regarder par type d'association, par taille d'association, on en parlait. Et je trouve que c'est assez incroyable de penser que je veux aider.gouv.fr va permettre quelque part à un homme ou une femme qui tout à coup se retrouve avec l'agenda blanc et l'envie de s'engager, de se sentir utile, quelque part de se donner le luxe d'aller chercher ce qui lui correspond le mieux. Exactement. Et ça, c'est en ça que c'est assez inédit tout de même. De la même façon qu'un jeune qui aurait du temps parce qu'entre deux jobs ou parce que tout simplement il a envie de donner en plus de son job. On peut imaginer qu'il n'ait pas forcément envie de donner dans la même association dans laquelle donnaient du temps les parents ou les grands-parents, et tout à coup de se dire je vais me créer mon propre profil de bénévole et ma propre page blanche à moi, et là tout à coup cette plateforme le permet. Ce qui est puissant, c'est que ça permet de tester. Ça désacralise. Parfois, les gens ne veulent pas s'engager parce que la marche est trop haute. Et on se dit, je fais rien, et d'un coup, je vais donner le doigt et on va me prendre le bras et je vais être engagé 3 heures par jour dans une association et je ne saurais plus dire non et on va exiger de moi quelque chose que je ne suis pas capable d'offrir. Alors que la plateforme, elle permet vraiment de désacraliser ça. Le bénévolat, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de super grandes compétences à avoir. Il n'y a pas d'agenda particulier à avoir. Il existe forcément une combinaison qui correspond. Et on teste, si ça marche pas, tant pis, on en teste une autre ou on fait autre chose, c'est pas grave, ça permet vraiment d'enlever la pression là-dessus, de se dire que on essaye 3 heures, si c'était 3 mauvaises heures, tant pis, on fera 3 heures ailleurs ou on fera autre chose. Et ça, nous,
on a bien compris que les seniors et les personnes qui arrivent à la retraite sont particulièrement intéressés par l'engagement et le bénévolat. Et on a mis en place plusieurs partenariats, notamment avec des caisses de retraite, pour intégrer le bénévolat dans les ateliers qui préparent à la retraite pour que les gens anticipent, avant 62 ans ou l'âge auquel ils partiront à la retraite, se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Déjà tester plusieurs années avant, commencer à prendre des contacts avec les associations et pouvoir avoir un vrai projet d'engagement qu'on peut mettre en place qui nous correspond parce qu'il est personnel et individualisé au moment du départ à la retraite. Évidemment. Alors c'était intéressant tout à l'heure, tu racontais que finalement la façon que les Français ont de s'engager ressemble maintenant à la façon que les Français ont de travailler ou de rester dans une entreprise. C'est-à-dire qu'avant on était bénévole 20 ans dans la même association et aujourd'hui on a cette possibilité de snacker un peu plus, alors j'aime pas beaucoup le terme, mais en tout cas de prendre quelques jours ou quelques missions là, puis de finalement changer pour donner du temps dans une autre association. Et donc quelque part, de la même façon que le monde de l'entreprise a considérablement changé, le rapport à l'entreprise, on reste moins longtemps salarié dans une entreprise. Voilà, ce parallèle-là que tu faisais, tu le constates dans la façon qu'on a de consommer les missions sur la plateforme? Oui, c'est vrai que cet engagement un peu plus sacrificiel, vocation, où on reste 40 ans dans la même association, il est de plus en plus rare. Il existe et encore heureux, et on est ravis que les gens aient de la constance et de la stabilité dans leurs engagements, parce que c'est ce qui permet de faire tenir les associations aussi de manière stable, et Dieu sait qu'elles en ont besoin aujourd'hui. Pour autant, de permettre des missions qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus ponctuelles, ça permet de s'engager plus longtemps ensuite, par la suite, parce qu'on aura trouvé la bonne mission, le bon endroit, on ne sera pas au mauvais endroit et on n'aura pas été découragé. Et donc, moi, je pense pas que ce soit incompatible et que ce soit une déstructuration du paysage de l'engagement que d'encourager le bénévolat plus ponctuel. Pour moi, c'est un premier pas, c'est une première marche, et le but, in fine, c'est bien de faire en sorte que les gens aient trouvé le bon rythme, la bonne organisation, et qu'ils y restent, même si ce rythme-là, il est très léger et que c'est pas tous les jours, toute la semaine, toute l'année, d'avoir trouvé l'engagement qui nous correspond et d'y rester ensuite et d'apporter cette stabilité-là, c'est quelque chose qui est possible quand on a expérimenté et qu'on est à l'aise avec l'endroit dans lequel on va mettre les pieds. Bien sûr. Alors si on se parle juste chiffres, depuis le lancement de la plateforme, on a combien de bénévoles aujourd'hui On a 700 000 bénévoles qui se sont inscrits sur la plateforme. On a 18 000 associations, organisations qui sont présentes sur la plateforme, en grande majorité des associations. Et aujourd'hui, c'est plus de 20 000 missions qui sont disponibles sur la plateforme. C'est pour ça que je me permets d'être un petit peu prétentieux en disant que je suis certain qu'il y a un engagement qui correspond à chacun, parce qu'on a quand même un volume d'offres d'engagement qui permet d'avoir cette quasi-certitude. On couvre tous les territoires, tous les départements ont une offre d'engagement. Et puis même s'il n'y a pas quelque chose à côté de chez vous, vous pouvez faire du bénévolat à distance. Oui, j'ai fait d'ailleurs l'essai de manière extrêmement concrète tout à l'heure en me disant je vais tout de même essayer la plateforme tout près de chez moi. Donc j'ai mis le code postal Neuilly-sur-Seine et j'ai eu 4 missions qui correspondaient exactement à ce que je veux faire avec mes enfants qui sont 10 et 8 ans. Et tout ça dans un délai très court, c'est-à-dire entre maintenant et la rentrée scolaire. Donc je confirme qu'il y a forcément une association qui correspond à votre besoin maintenant tout de suite demain matin. Et ça c'est assez incroyable. En tout cas, à votre envie. Besoin, je sais pas, mais votre envie. Exactement. Non, mais c'est cette taille-là critique qui permet de le faire. Et puis après, on a aussi évidemment, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent dans des endroits particulièrement reculés et qui ne trouveront pas immédiatement une mission à côté de chez eux, ils vont nous dire qu'on fait de la publicité mensongère. Donc c'est vrai que sur la couverture territoriale, c'est plus facile de trouver une mission à Neuilly-sur-Seine ou à Paris que dans une zone extrêmement rurale. Pour autant, voilà, il y a des outils qui permettent de le faire. On trouve une mission dans la commune à côté, dans la ville à côté, où on peut accéder à des associations à distance et faire des missions depuis chez soi. Ça constitue une part assez importante de l'offre qui est disponible sur la plateforme. Et je trouve que ça peut intéresser en particulier les seniors, parce que ce sont pour la plupart des missions qui nécessitent des compétences particulières, où on va chercher quelqu'un qui peut nous aider à structurer l'association, qui peut nous aider à faire c'est des missions un petit peu plus souvent administratives. Et donc elles peuvent intéresser des seniors qui ont derrière eux une carrière, des habitudes de travail et qui peuvent faire ça depuis chez eux. Donc ce qu'on dit, c'est on n'est pas forcément obligé d'être mobile pour être bénévole. On peut être un bénévole depuis chez soi si on est très concret. La plateforme aujourd'hui, elle permet de trouver une association près de chez soi, mais si c'est la commune d'à côté ou si c'est encore un peu plus loin, on peut quand même s'engager en tant que bénévole depuis chez soi grâce aux outils du numérique et autres, et ça c'est formidable. Et donc ça permet quelque part à n'importe quel Français de se dire je peux donner de mon temps à une association grâce à la plateforme jeveuxaider.gouv.fr.
Très clair. Je reviens juste sur un point sur les chiffres. Donc, on a aujourd'hui 700 000 bénévoles qui consomment la plateforme. Est-ce qu'on peut sortir un temps moyen de bénévolat français? Est-ce que le Français, il donne combien d'heures par mois en moyenne ou par an en moyenne? Je ne me rends pas compte. C'est difficile de le quantifier en heures. Vous voyez, nous, on sait, quand on envoie quelqu'un faire une collecte alimentaire de 3 heures, on sait qu'il a fait 3 heures de collecte. Si après, il a été recontacté et qu'il a décidé de s'engager 2 heures par semaine toute l'année, on ne sait plus. Donc nous, on n'est pas capable de mesurer l'ensemble des parcours de bénévolat. Et les études le mesurent avec des mots un peu plus subjectifs. Elles disent, est-ce que vous êtes bénévole occasionnel ou régulier? Donc on ne saurait pas quantifier un nombre d'heures moyen, mais on a 3 tiers. On a des gens qui s'engagent très très ponctuellement parmi la population bénévole. Un tiers de personnes qui s'engagent disons une fois par semaine, une fois par mois, et un tiers de personnes qui est engagée régulièrement plusieurs fois par semaine dans les associations. Et si on prend juste le public des petits-enfants, donc c'est-à-dire qu'on a d'un côté donc, le bénévole senior, on va avoir les bénévoles jeunes, à partir de quand on commence à avoir un discours en France de sensibilisation auprès des jeunes? Si les parents ne nous disent pas engagez-vous avec nous, ou les grands-parents ne disent pas à leurs enfants, à leurs petits-enfants, engagez-vous avec nous. Est-ce que l'école, à un moment donné, commence à en parler? Si oui, quand? L'école commence à le faire. Ils ont mis en place des semaines de l'engagement à l'école. Ça a lieu en octobre, il me semble, où les instituteurs sont chargés de sensibiliser aux différentes formes d'engagement. Nous, la plateforme, elle est accessible à partir de 16 ans. Donc avant cela, on n'a pas forcément de mission. Il existe des engagements, mais il faut le faire avec quelqu'un d'autre, justement. Pourquoi pas avec les grands-parents. Et puis, c'est aussi des formes d'engagement qui sont un peu plus différentes. Parfois, sur des engagements en ligne, une sensibilité à certaines causes qui se concrétisent un peu différemment du bénévolat. En tout cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui chez les jeunes. C'est plus un militantisme qu'un engagement qui est concrétisé par du bénévolat très tôt. Donc on peut le faire. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Mais c'est vrai qu'à partir de 16 ans, on peut agir par soi-même de manière autonome et ça permet de se donner un autre rapport à l'action, justement, qui n'est pas prescrit par des figures d'autorité comme l'école, les parents ou les grands-parents. Quand on peut commencer à agir soi, ça donne un autre goût à ce qu'on est capable de faire, de réaliser, ça donne confiance en soi et ça permet de se lancer un peu plus. Et donc à partir de 16 ans, c'est le bon moment. C'est jeune et en même temps, ça me paraît être le bon âge. C'est-à-dire qu'on est avant le premier job et du coup, j'aime bien l'idée de penser qu'avant les 18 ans, on a commencé à avoir la possibilité de toucher les valeurs qui sont la générosité, la solidarité et autres. Alors vous avez, en plus de cette plateforme qui donc vit toute l'année et qui est la rencontre entre les bénévoles et les associations, vous avez des campagnes de mobilisation nationale qui sont des campagnes qui vous permettent d'aller créer des temps forts dans l'année pour réengager ou pour relancer une forme de bénévolat autour de ces temps forts. Est-ce que vous pouvez juste nous en parler? Et on reviendra sur la campagne qui a démarré là il y a quelques jours autour de la rentrée. Exactement. Ouais, on a des campagnes de mobilisation nationale. C'est vraiment ce format-là qui permet d'engager massivement les citoyens. Quand on leur dit qu'il y a une thématique, c'est en ce moment, et on unit nos forces avec souvent un collectif d'associations et on met des efforts de communication pour faire connaître les offres d'engagement autour d'une thématique. On les fait en résonance avec l'actualité. Quand c'est décembre, on met en avant les missions de lutte contre l'isolement. Quand on est en avril, au printemps, on a des missions de protection de la planète au moment où les arbres refleurissent. Quand on est à l'été, on a des missions de promotion de la culture, des loisirs, des sports, pour essayer de mettre en avant ce qu'on peut faire pendant la période estivale, y compris sur son lieu de vacances. Et en ce moment, en septembre, on a une campagne de mobilisation nationale qui s'appelle Septembre pour apprendre, qui met en avant toutes les missions qui sont liées à l'éducation, que ce soit l'éducation à l'école ou en dehors, le mentorat, le tutorat, la transmission, les centres de loisirs. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels on apprend, où on transmet, et on essaye de mettre en avant ces organisations et ces missions. Et ces organisations, elles viennent donc de manière très concrète chercher des bénévoles qui ont envie de transmettre ou envie d'apprendre. Exactement. Pendant ce temps fort, mais qui finalement a lieu toute l'année. Là, on est en campagne parce que vous avez besoin d'appuyer la notoriété de cette thématique et des associations en question, mais quelque part, c'est le cas toute l'année. Donc ça veut dire qu'un grand-parent qui aurait des choses à transmettre pourrait tout à fait s'engager pendant ce mois-ci autour d'une association près de chez soi. Et dans l'autre sens, si quelqu'un voulait réapprendre de l'ordre de quelqu'un qui aurait 65, 70, 75 ans, il peut venir dans cette association-là pour bénéficier
des services de l'association autour de l'apprentissage. Exactement. La conviction derrière cette campagne, c'est qu'il n'y a pas d'âge ni pour apprendre, ni pour transmettre. Et ça me fait plaisir de pouvoir m'adresser aux seniors qui vous écoutent, c'est que on a des missions qui permettent de découvrir des choses auprès de d'autres générations et de continuer à apprendre et de s'engager et d'apprendre des nouvelles choses. Et puis on a des missions qui permettent de transmettre parce qu'on a souvent quand même accumulé un certain nombre d'expériences et de se mettre dans une posture de mentor ou d'accompagnement de certains élèves ou de certaines personnes dans des parcours spécifiques. Et c'est vraiment c'est des belles missions parce qu'elles créent des relations. Ce sont des relations entre des citoyens qui donnent et des citoyens qui reçoivent, et puis finalement c'est plus trop qui donne et qui reçoit parce que tout le monde reçoit beaucoup, et finalement ces missions-là, elles sont profondément humaines, très intergénérationnelles et très adaptées au public senior, et donc c'est l'occasion de penser la rentrée scolaire aussi pour soi. Pour qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre, de transmettre cette année, qu'est-ce qu'on a envie de faire cette année, de partager, que ce soit avec sa famille ou avec les autres. Et c'est pour ça qu'on pense que c'est le bon moment de communiquer dessus, mais évidemment, vous avez raison de le rappeler, c'est toute l'année. Il n'y a pas de moment particulier. Oui, là, c'est un moment pour le rappeler. Et on peut imaginer que les petits-enfants font leur rentrée et les grands-parents fassent leur rentrée d'une façon ou d'une autre aussi. Donc c'est assez intelligent comme temps fort, très intergénérationnel. Finalement, tout le monde rentre. Et tout le monde va réapprendre au mois de septembre. Je trouve ça assez joyeux. Donc ça, c'est la campagne du moment. Et si on regarde juste la plateforme et son ambition à venir, si on devait se dire, dans 3 ans, je veux aider.gouv.fr et où, c'est quoi l'ambition comment est-ce que vous allez la développer? On sait maintenant, au début on avait la conviction qu'il y avait une mission qui correspondait à chacun, maintenant on l'a vérifié, on le sait, que les gens sont par nature engagés, qu'ils ont envie d'agir et que si on les met dans les bonnes conditions et qu'on a travaillé qu'on leur a donné confiance dans le fait qu'ils avaient des choses à donner et qu'ils avaient aussi des choses à recevoir, parce qu'il faut aussi désacraliser ça, il faut savoir se faire plaisir, on va faire du bénévolat pour se faire plaisir aussi. Et pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens, c'est pas quelque chose de sacrificiel, c'est quelque chose de chouette. Et maintenant, on le sait, et donc on a envie de le faire savoir le plus largement possible. Et donc dans 3 ans ou plus tard, moi j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui soient inscrits sur Je veux aider, et qu'on ait réussi peut-être à convaincre les personnes qui sont les plus éloignées du bénévolat, que ce soit éloignées géographiquement parce qu'elles habitent dans des zones qui sont particulièrement reculées, ou éloignées plus culturellement parce que c'est un peu une culture, l'engagement. C'est vrai que c'est une habitude de vie qu'on prend très tôt, et on se rend compte quand on questionne les seniors qui sont engagés que souvent ils n'ont pas commencé à la retraite, ils ont commencé à 20 ans, ou leurs parents étaient déjà engagés. C'est quelque chose qui se transmet, dont on a c'est quelque chose qui est profondément ancré et culturel, et c'est vrai que c'est un changement culturel qu'on est en train d'essayer de travailler pour transformer tout ça, pour donner confiance, y compris aux gens qui n'ont pas eu cette éducation-là à l'engagement. Mais c'est long, et j'espère que dans 3 ans, on aura bien avancé. Il y a 12,5 millions de bénévoles en France. Exactement. Donc il y a 12,5 millions de bénévoles. Là, on en a engagé 700 000 sur la plateforme, ce qui est déjà un chiffre qui est colossal. Ce serait d'arriver à se dire que on a réussi à soit augmenter la part de bénévoles en France, donc faire que le chiffre de 12 millions passe à 15, et qu'au passage, on ait des publics effectivement les plus éloignés qui s'engagent. C'est très intéressant. Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans le parcours d'un enfant, quelque part dans sa vie, alors c'est soit au moment de son bac, soit quand on rentre dans l'entreprise, il puisse y avoir des acteurs, donc ça peut être l'école, ça peut être l'entreprise, qui à un moment donné poussent cette plateforme d'une façon ou d'une autre en disant à nos jeunes, parce que moi je pense, on disait tout à l'heure, plus vous prenez les bons réflexes jeunes, plus vous les avez, plus vous les transmettrez, plus ils seront ancrés, et plus du coup vous serez des bons bénévoles en France, si je puis dire. Et donc je me dis toujours, si dès le départ on dit à nos jeunes, choisis ton association, choisis celle qui te correspond le mieux, comme on choisirait un stage, on choisirait son association, je trouverais ça assez formidable. Est-ce qu'il y a des projets comme ça qui sont en réflexion, de se dire comment est-ce que l'école joue un rôle? Je choisis mon stage à la librairie du coin et j'apprends à vendre des crayons en papier. Et en même temps, j'ai aussi un stage bénévolat, où là, je suis dans une association pour aider les autres. Il y a de plus en plus d'écoles, ça dépend à quel âge, ça dépend à quel âge, mais il y a de plus en plus d'écoles après dans le monde supérieur qui proposent des parcours d'engagement où on a conscience que devenir un citoyen, c'est pas que écouter et apprendre des choses, c'est aussi apprendre à faire et être conscient du pouvoir et de la liberté qu'on a d'offrir quelque chose, de partager quelque chose et de se rendre compte qu'on peut faire quelque chose. Donc ça, c'est vrai que c'est un enseignement que l'école essaye de donner, mais
Dans ces semaines de l'engagement dont je parlais tout à l'heure, on essaye d'ouvrir un petit peu les horizons des élèves en leur présentant le champ des possibles en matière d'engagement. On essaye de le faire, nous, avec des partenariats qui vont cibler différentes classes d'âge. On essaye aujourd'hui, il y a une valorisation de l'engagement dans Parcoursup, par exemple. On est en train progressivement de travailler cette question de l'engagement au sein du parcours scolaire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut encore renforcer et qui se fait beaucoup au moment du supérieur ou après. Et plus jeune, on a encore des progrès à faire. Très clair. Eh bien, merci beaucoup Benjamin pour ce très bon moment passé ensemble. Et puis j'espère que les lecteurs qui auront accès à cette conversation trouveront, comme on leur a quelque part un peu promis, l'association qui leur permettra de devenir un bénévole heureux, épanoui, avec un sentiment d'utilité très fort. Et avec leurs petits-enfants, on l'espère. Merci beaucoup Benjamin. Merci pour votre accueil, à bientôt.